L'argent vient à moi facilement. J'attire des tonnes et des tonnes d'argent. L'argent et moi sommes amis. J'aime l'argent. J'aime également les gens qui sont riches. Oui, enfin, c'est n'importe quoi. La positive attitude. Vous allez voir intervenir la magie. C'est important quand on aborde la dimension de la loi d'attraction de comprendre cette notion de force d'attraction. La physique quantique affirme que tout dans l'univers, toutes les forces et toute la matière se composent d'un seul ingrédient, de minuscules brins d'énergie vibrants. Mais où sommes-nous donc? Vous êtes fort loin de la rive de la connaissance. Vous êtes dans l'inconnu. Vous êtes seul dans la 4e dimension. Tu veux dire un canard géant? Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui va penser négatif aujourd'hui. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul avec le Twitter Sellmachine.fr. Aujourd'hui, on parle de pensée positive, un sujet qui peut être un petit peu fâcher, sans que je perde mes mots. Paul, est-ce que tu peux nous donner le contexte ou la chose qui nous a poussé à faire cet épisode aujourd'hui? Notamment, le terme qui est beaucoup utilisé, c'est tout ce qui est pouvoir d'attraction. J'en avais déjà entendu parler, mais je pensais que c'était quelque chose de très marginal, en fait. Et récemment, j'ai vu qu'il y avait une vidéo sur le sujet qui avait 2 millions de vues. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est... On précise que c'est une vidéo, du coup, en français. Ouais, je mettrai le lien, je pense, d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est peut-être pas si marginal que ça. Et j'ai l'impression que ça prend de l'ampleur. Donc, et on est tous les deux d'accord pour dire qu'il y a certains aspects qui nous paraissent intéressants de ce concept. Et il y a certains aspects où on est un peu moins convaincu. Et c'est de ça qu'on va discuter. Et de voir quand même qu'est-ce qu'on peut en tirer globalement. Et on va commencer par parler de notre petite section du droit de réponse. Donc, est-ce que tu peux mettre le cadre de ce dont on va parler dans cet épisode et de comment est-ce que les gens peuvent réagir s'ils ne sont pas d'accord avec nous? De ce que j'ai pu voir des commentaires YouTube sur les vidéos sur le sujet, c'est vraiment un sujet qui passionne. Du coup, je pense qu'on va être plutôt critique dans ce podcast. Et si vous avez quelque chose que vous pensez qui est incorrect, vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à aller sur le site et enregistrer un petit message audio pour dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et c'est, on va dire, la façon de vous offrir un droit de réponse. Voilà, donc on précise que quelle que soit votre question ou votre remarque sur un épisode, on a toujours sur le site une possibilité pour vous de laisser un message vocal. Et donc là, vous pouvez aller sur nomaddigitalpodcast.com et il y aura poser une question qui se trouve dans le menu qui se trouve en haut. Donc on va commencer par définir un petit peu les termes du sujet, comme tout bon élève de terminale S en philosophie. Donc aujourd'hui, on parle de pensée positive. On va définir ça comme étant toutes les idées qui disent que en pensant de façon plus positive, en changeant votre mentalité, vous allez pouvoir changer vos résultats. Donc c'est très large et clairement, que ce soit dans ce podcast ou dans notre propre pratique individuelle, que ce soit toi ou moi, c'est quelque chose qu'on a utilisé. On en parlait rien que dans le dernier épisode du fait que si tu voulais devenir un entrepreneur ou un meilleur entrepreneur, eh bien, il fallait apprendre à prendre la responsabilité totale pour tout ce qui t'entoure. Ça, on peut imaginer que ça fait partie d'une certaine façon de la pensée positive. C'est ça qui est marrant, c'est que nous, on dit prendre responsabilité personnelle. Et là, c'est carrément que tu es responsable, enfin, tu as une action possible sur ton environnement rien que par ta pensée. Donc, ça va encore plus loin. Alors là, du coup, là, on va définir quand même un petit peu les choses. Et, on va différencier la pensée positive générale et la loi de l'attraction, qui est encore une autre question. Effectivement, je pense que d'ailleurs, pour la première partie, on va se concentrer sur cette histoire de pouvoir de la pensée, qui nous semble, on pense qu'il y a pas mal d'applications assez concrètes. Je te laisse commencer si tu veux. Ouais, donc on va commencer par parler des mérites
qu'on peut tirer de la pensée positive, de ce que nous on aurait pu en tirer, ou des choses qui semblent bien tenir le coup. La première chose que je voudrais dire, c'est que même si on va un petit peu critiquer la loi de l'attraction, on pense que ça va trop loin, d'un point de vue scientifique, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes sur la pensée positive et sur la capacité en particulier à faire de la visualisation. Le fait que si tu visualises une certaine tâche, eh bien après tu vas avoir une meilleure performance à cette tâche par la suite. La visualisation, c'est quelque chose qui est très utilisé par les sportifs. Une chose qui me vient à l'esprit, c'est le bouquin Open, qui est l'autobiographie de André Agassi, donc le fameux tennisman, et qui explique voilà, comment est-ce qu'il peut visualiser un match à l'avance pour améliorer certains éléments spécifiques du match, pour améliorer son service, etc. Et là-dessus, non seulement, voilà, anecdotiquement, tu as des sportifs qui vont t'en parler, et en plus, si tu regardes vraiment la science, je vais pas vous citer des études là, parce qu'on va quand même pas faire trop semblant qu'on a fait nos devoirs, mais il y a pas mal de choses, en particulier autour de ce qu'ils appellent la positive psychology, etc. Il y a notamment une vidéo intéressante que je vous mettrai en lien, où en fait, la personne montre des clips YouTube où tu as Conor McGregor qui dit, donc un combattant de MMA qui est très connu, qui montre voilà, comment il va battre son adversaire. Et j'aurais décrit du début à la fin de la voie. Je vais commencer comme ça, il va commencer à agir plutôt comme ça, puis après je vais passer à ça, puis je vais le finir par ce coup-là, quoi. Et après, le mec, il passe le truc YouTube et ça se passe exactement comme ça, quoi. Et tu le vois aussi beaucoup chez les boxeurs, c'est dans les vestiaires, ils vont visualiser, ils vont faire semblant de se battre contre un adversaire invisible. Et j'ai l'impression, notamment pour les sports où c'est vraiment la réaction, c'est un quart de seconde. Toi, c'est préparé à toute éventualité en visualisant les choses, ça donne un énorme avantage. Et donc, notamment, je pense que les sportifs, clairement, c'est le meilleur exemple qui montre que la visualisation est efficace. Mais tu as aussi, notamment, il y a une étude qui parle de voilà, les gens qui se passent dans la tête une interview avant qu'elle se produise. Toi qui passes 1 heure à imaginer, à visualiser en français, on dit un entretien d'embauche. Ils ont tendance à aussi être plus performants ensuite pendant l'entretien. Donc, c'est quelque chose, je pense, à exploiter aussi en termes d'entrepreneuriat. Voilà. L'autre élément, c'est la question de non seulement de la performance, mais c'est aussi de l'optimisme. Et l'idée que plus tu as une vision positive, c'est un sujet sur lequel on revient souvent, mais plus tu as une vision positive sur le futur, plus tu vas être poussé à passer à l'action, plus tu vas être poussé à investir dans ton business, dans dans des propres compétences. Et ça peut aussi aider à quelque chose dont on avait parlé dans notre épisode qui s'appelait le secret de la tarte à la pomme, qui est la mentalité d'abondance, qui sont clairement toutes des attitudes. Donc le biais pour passer à l'action, la mentalité d'investissement, la mentalité d'abondance, c'est des choses qui sont positives. Et clairement, si tu peux cultiver cette mentalité dans ton quotidien, tu vas pouvoir améliorer ta performance. Un autre élément dont on parle souvent et que je vais mentionner là, parce que tout à l'heure je parlais de la science, il y a aussi pas mal d'études assez cool qui disent, en gros ils essaient de faire des interventions pour voir comment est-ce qu'on peut rendre des gens plus heureux. Et la seule intervention qui était vraiment efficace pour rendre les gens plus heureux, c'était de leur faire tenir un petit journal de gratitude, et chaque matin ils devaient écrire 5 éléments pour lesquels ils ressentaient de la gratitude. Et le fait de forcer les gens de façon quotidienne à se poser cette question, pourquoi est-ce que je peux avoir de la gratitude? Pourquoi est-ce que je peux être content de là où j'en suis? Eh bien, ça les rendait plus heureux parce qu'ils arrivaient mieux à apprécier ce qui les entourait. Et je pense que ça offre une réponse aussi par rapport à... Notamment, on a tous les deux voyagé dans des pays qui sont beaucoup plus pauvres que la France. Et tu vois des gens qui ont... Notamment, je me rappelle d'un chauffeur de taxi. Enfin, c'était le mec, donc c'était chauffeur de taxi. Le taxi ne l'apportait pas. Il était en dette parce qu'il devait rembourser le taxi. Donc, j'ai parlé avec lui. Et... il avait une tête, en fait, il avait une énorme cicatrice tout le long de son visage qui le défigurait totalement et un front. Enfin, le mec était foncièrement pas beau, quoi. Enfin, pas beau, c'est même un. On dit souvent des gens qui sont pas. Mais lui, il était laid, tu vois, objectivement laid. C'est pas méchant, mais c'est vraiment concrètement, c'était comme ça. Et en gros, il m'a raconté où sa femme l'a quitté. Et le mec, c'était un des mecs les plus heureux que j'ai jamais rencontré. Alors je me dis, putain, si j'étais à sa place, je serais le mec le plus malheureux. Et je lui demandais, genre, pourtant, c'est pas facile et pourtant, t'as l'air heureux. Il fait, ouais, je bois de la bière avec mes copains après mon shift, après ma tournée de taxi, quoi. Et ça, je pense que c'est une question qu'on se pose tous dès qu'on va dans des pays beaucoup plus pauvres et qu'on voit malgré ça, même s'il y a de la misère, le bonheur qu'ils ont, on se demande pourquoi c'est. Moi, c'est un truc auquel j'ai toujours du mal à répondre et je pense que le Gratitude Journal, ça permet d'y répondre en partie et de tout simplement être reconnaissant. Est-ce que c'est quelque chose qui travaille? Moi, ça me travaille vraiment, ça, cette question de... Et même, je me dis, quand on aide les pays, tu vas sortir à la misère,
Et si le but vraiment d'un humain, c'est d'être le plus heureux possible, est-ce que quand on l'aide à sortir de la misère, est-ce qu'on le rend plus heureux? Alors, ouais, parce que si, oui, parce que si clairement t'évites que ton gosse meure de la polio, tu vois, c'est bien. Il y a plein d'améliorations qui sont. Je vais choquer à ce niveau-là, mais je vais vraiment choquer à ce niveau-là parce que ça paraît cruel, inhumain et un manque d'empathie. Mais de ce que tu peux voir, notamment toi, si sur cet enfant, tu t'attends qu'un ou deux meurent, toi, si ça fait partie de ce à quoi tu t'attends, toi, la mort de ces enfants aura pas un impact sur ton bonheur aussi important que tu peux le penser, quoi. Et c'est très dur de dire ça, mais c'est un peu l'impression que j'ai. Je suis pas sûr. Je pense que c'est un truc dont tu te remets pas. Et je lisais récemment, ça me vient à l'esprit. Hein, il y a une histoire. Après, je précise bien, j'ai pas d'enfant, c'est vraiment. Qui s'appelle The Snowball. Non, mais c'est théorique. Charlie Munger, donc qui est le partenaire de Warren Buffett, il a eu 8 gosses en tout. Et il y en a un qui est mort, qui a eu la leucémie quand il avait genre 10 ans. Et il dit c'est le pire truc qui est arrivé dans ma vie. Mais c'est pas un bon exemple parce que lui, il s'attendait pas du tout à ce qu'il meure. Bah, c'est les années 30, hein, les gosses mouraient. Hein. Charlie Munger avait 8 gosses. C'est les années 50. Ouais, les années 50. Ouais, non, aux États-Unis, les années 50, c'était pas quand même pas le. Ouais, c'est comme des bons. Enfin, tu compares à avant où t'avais genre un enfant sur 4 qui mourait avant l'âge de 5 ans. Toi, quand tout autour de toi, tu voyais que régulièrement des enfants avant l'âge de 5 ans mouraient. Toi, j'imagine. Après, c'est encore. La mort d'un enfant, c'est le pire exemple qu'on puisse trouver, toi. Mais. Je sais pas, ouais. Je pense que c'est difficile de statuer là-dessus parce qu'on peut pas se mettre à la place. Mais toi, sur plein d'autres trucs, par contre, qui sont moins graves que la mort d'un enfant, je pense que c'est valable. Pour le coup, j'imagine que oui, dans le sens où. Moi, c'est un truc qui me vient tout le temps à l'esprit, quoi. Si un jour j'ai vraiment l'impression que putain, j'ai eu une sale journée et tout, j'ai vraiment galéré aujourd'hui, rien n'avance, c'était vraiment relou. Et je me dis, mais mec, je suis dans le top 0,1% du monde, quoi. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de penser. Et d'ailleurs, c'est ce que je sais pas si tu as déjà vu la formule, genre le bonheur, en gros, c'est ce que tes expectations, ce à quoi tu attends, moins la réalité. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, quoi. Et typiquement, tu le vois même sur. Toi, par exemple, imaginons que je suis habitué à 200 ventes par jour et que je fais seulement 150 ventes, toi, je vais être déçu. Alors que si avant, j'étais habitué à 100 ventes et que je fais 150 ventes, je suis content. Alors que ça n'a aucun sens, tu vois. Dans l'absolu, c'est le même chiffre. Et je pense que c'est toujours relatif et c'est pour ça qu'on est très mauvais pour être heureux, même si notre situation s'améliore, quoi. Moi, ça me gêne beaucoup ce concept-là. Ça m'agace. Clairement. Je te propose qu'on revienne un petit peu sur la pensée positive et qu'on parle de la question de l'inconscient. Moi, le bouquin que j'aime bien sur l'inconscient, c'est Psycho-Cybernetics de, je vais dire Maxwell Max. Comment il s'appelle? C'est un qui s'appelle Maxwell. Et en gros, c'est intéressant parce que Maxwell, c'est un chirurgien esthétique et il raconte que les gens qui viennent avec un complexe physique dans son cabinet et qui ont l'opération, même si l'opération se passe parfaitement bien, eh bien, tu as toujours une proportion de gens qui se sentiront toujours aussi laids, aussi indésirables qu'avant. Parce que pourquoi? Il explique que leur complexe ne se trouve pas vraiment dans leur physique, mais dans leur inconscient. Et il dit que voilà, pour résoudre ces mecs, il faut travailler sur l'inconscient, blabla. Donc il fait tout un argument là-dessus. Ça s'applique à plein de choses. Hein. C'est pareil. Combien d'argent tu gagnes? Si t'es pour la boulimie et l'anorexie, c'est exactement ça aussi, quoi. Je pense que à ce niveau-là, c'est dans plein de domaines, c'est clairement le cas. Et je veux dire, bien souvent, dans les conseils traditionnels, on parle pas vraiment de cet impact de l'inconscient. Et moi, pareil, je me demande, est-ce que mon inconscient, tu vois, joue à mon encontre sans que je m'en rende compte, quoi. Et quand tu vois l'impact que l'inconscient peut avoir dans tout ce que tu fais, tu te dis que effectivement, si tu peux avoir une pensée plus positive, ou je pense que c'est important de savoir ce que tu consommes. Tu vois, quels inputs t'as, est-ce que tu consommes des médias qui sont positifs ou pas? Il y a beaucoup de gens qui refusent, alors moi je le fais pas, mais il y a beaucoup de gens qui refusent de consommer des médias négatifs, que ce soit les news ou tu vois, par exemple, je sais pas, dernièrement j'ai regardé Narcos. Narcos, ça te fait pas te sentir méga bien, quoi. Ils préfèrent consommer uniquement du positif. Moi ça va, je pense. Ouais, si tu compares, il faut voir maintenant la situation de Colombie est plutôt bonne maintenant. Là, ils viennent de finir la guerre avec les FARC. Le pays s'est bien remis, le pays est plutôt sûr maintenant. Donc moi, de ce point de vue-là, c'est pour ça que ça m'a rendu plutôt content. Je me suis dit, il y a 20 ans, c'était la guerre civile complète. Maintenant, c'est un pays qui va plutôt bien. Enfin, plus de 20 ans quand même. Je trouve ça, c'est plutôt un message d'espoir plutôt. Oui, si tu le compares avec le truc actuel. Mais bon, après, quand tu vois les mecs qui... c'est quand même assez dark. Le premier épisode de la saison 2 où... pas de spoiler.
clairement, il y a des mecs qui se sentent impuissants, quoi. Enfin, tu sens, c'est l'émotion que tu ressens en regardant le truc. Tu vois, t'es impuissant, tu n'as pas la main sur le truc. Je vais pas en dire plus parce qu'effectivement, Très bonne spoiler. série d'ailleurs. Un autre élément que j'aime bien, c'est les affirmations. Et l'exemple que j'aime bien là-dessus, c'est celui de Scott Adams. Scott Adams, il fait des cartoons. Il est très connu aux US pour le cartoon qui s'appelle Dilbert, qui est l'histoire d'un petit mec qui va au bureau et il fait toujours des blagues sur la culture d'entreprise. Et Scott Adams raconte que quand lui-même il est très dans une entreprise, il s'enfermait dans les toilettes. Il répétait « Je deviendrai un cartooniste célèbre, je deviendrai un cartooniste célèbre, je deviendrai un cartooniste célèbre. » Et au final, il est devenu un cartooniste célèbre. Et donc maintenant, il t'explique que les affirmations, ça marche et que si tu fais des affirmations tous les jours, tu conditionnes ton inconscient pour chercher un certain résultat et pour trouver les opportunités. Et c'est vrai que quand tu dis... Je pense que c'est le principe de la méthode Coué, en fait. C'est exactement ça. Ouais, mais le pourcentage de chance, tu vois, qu'un mec devienne cartooniste, c'est assez faible. Donc pour que lui, il devienne, tu dis, il est pas impossible que son inconscient, ça veut dire que ça marche tous les coups, mais que son inconscient ait été conditionné à chercher les opportunités, à y réfléchir tout le temps. Et un jour, il a trouvé la bonne solution pour monter son truc et pour réussir. Et toi, est-ce que tu fais tes affirmations quotidiennes devant le miroir? Pendant un moment, je les faisais et j'ai décidé de les abandonner parce que je trouvais que, au contraire, que faire tous les jours une affirmation et qu'elle soit pas réalisée, eh bien, ça, tu vois, ça diminuait mon bonheur. Parce qu'au contraire, tu vois, c'était un peu une anti-gratitude. Je me disais, ok, je sais pas ce que je faisais, je suis multimillionnaire, je sais pas ce que je me souviens plus, mais c'est un truc comme ça, c'est un truc sur la Le thune. soir, tu rentres et tu vois, t'es toujours pas millionnaire, putain, ça abuse. Et je suis toujours, putain, ça fait déjà au moins une semaine que je fais des affirmations et je suis toujours pas multimillionnaire. Non, mais du coup, tu vois, c'est un peu de l'anti-gratitude, donc c'est un peu contradictoire avec ce qu'on a dit avant, dans le sens où tu te répètes toujours un truc que tu n'as pas, tu vois. Et si tu te répètes toujours, tous les jours, je suis multimillionnaire, ben, mais si tu gagnes bien ta vie, tu gagnes correctement ta vie, tu vois, t'as un truc qui tourne plutôt bien, tu te dis, putain, je suis vraiment une merde, quoi, j'ai toujours pas réussi. Je pense que dans ce cas, tu conseillerais quoi plutôt comme affirmation, tu vois? Parce que c'est pareil, si tu répètes je suis Brad Pitt, il va rien se passer, quoi. Je pense que les affirmations, alors que les affirmations que j'ai le plus longtemps gardées, c'est celles qui concernent des qualités que tu peux incarner. Par exemple, si tu affirmes tous les jours, je pense long terme, je suis patient, je travaille dur, tu vois, c'est des trucs que tu peux incarner au quotidien. Effectivement, c'est intéressant. Et ça renforce, tu vois, des bonnes tendances chez toi. Et ça peut renforcer, par exemple, il y a des jours, honnêtement, où si, tu vois, par exemple, quand il est 18h, je suis vraiment épuisé et tout, et je décide d'arrêter de bosser. Et je me dis, putain, si j'étais un vrai entrepreneur, un vrai hustler, j'aurais travaillé jusqu'à 20h, tu vois. Et du coup, parfois, j'ai un peu un discours interne qui me dit je travaille pas assez dur, ou je suis paresseux, ou tu vois, il y a un mec qui travaille plus dur que moi et qui va gagner contre moi. Et je me sens un peu coupable là-dessus. Donc, par exemple, avoir des affirmations là-dessus qui permettent de contrebalancer ça, en ayant des affirmations où tu te dis, ok, je travaille dur, ça peut tu vois, c'est un discours plus productif. Parce que honnêtement, te dire, putain, je travaille pas assez, il faut que je travaille plus, ça t'aide pas parce que ça te rend plus coupable et plus stressé. Et ça t'aide pas à travailler plus longtemps. Et je pense que c'est intéressant et c'est un peu, justement, le discours interne, c'est aussi un truc qui est qui devient populaire aux États-Unis. Notamment, ce que j'ai lu, c'est au lieu de dire, moi j'ai tendance aussi à être dur avec moi-même, tu vois, à être assez dur avec moi-même. Et au lieu de ça, te considérer comme ton meilleur ami, tu vois. Genre, avec des encouragements. Je l'ai pas essayé. C'est le genre de truc, j'ai vraiment du mal. Tu vois, j'arrive pas à me prendre au sérieux. Pareil pour les affirmations. Mais le problème, c'est que c'est vraiment une tension, quoi. Parce que si tu deviens ton propre meilleur ami, même si elle est un loser, ça va, tu vois, ça te dérange pas trop. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, tu dis, mais si tu prends la responsabilité de tout, comme on en a parlé dans l'épisode précédent, bah, qui va te mettre la pression? C'est toi. Enfin, tu vois, il y a un peu une tension là-dessus. Peut-être c'est un juste milieu à trouver, ou peut-être que c'est une façon de le voir. Et ce que je me dis aussi, c'est que peut-être les gens heureux sont gentils avec eux-mêmes, mais les gens qui réussissent vraiment toi, je suis sûr que Jeff Bezos ou Elon Musk, ils sont très durs avec eux-mêmes. Ouais. Mais la question, c'est voilà, ouais. Peut-être que c'est un choix, en fait, du coup. Est-ce que tu préfères être heureux ou est-ce que tu préfères réussir très gros? Vas-y, vous devez choisir, vous avez 5 secondes. Ouais. Ça sera décidé pour c'est le choix A ou le choix B, il n'y a pas de milieu, hein, tu dois choisir. Tu sais, c'est un peu comme le truc, est-ce que tu préfères... successful ou... Est-ce que tu préfères combattre un cheval, un canard de la taille d'un cheval, ou 50 chevaux de la taille d'un canard, quoi? Je pense que 50 chevaux de la taille d'un canard, c'est plus facile quand même. Tu peux leur taper dedans des coups de pied, ça passe mieux. Ouais, je pense que c'est une façon plus terrifiante de mourir. En même temps, les chevaux, ils ont des dents, quoi. Ils ont des bonnes dents. Ouais, mec, un canard géant, moi, je meurs d'une crise cardiaque. Hein. Il te file un coup de bec dans le crâne, c'est fini. Et surtout, tu sais que les canards, ils violent les cannes. Genre, ils ont un pénis qui genre fait 1 mètre de long, c'est qui se propulse comme ça. T'as jamais vu la vidéo? Je vous conseille de regarder sur vidéo pénis de canard et vous verrez, c'est un truc qui se propulse. C'est impressionnant, quoi. Mais du coup, toi, ça m'a fait un peu. Toi, à chaque fois que tu vois un canard mâle, tu peux dire lui, c'est un violeur.
Toi, ça m'a fait un peu rejuger les canards et du coup, j'ai moins de culpabilité à les manger. Voilà. Bah, c'est une anecdote priceless à la Nomade Digital. Donc sur ce, je pense qu'on a une transition parfaite puisque notre section suivante, c'est la question des dérives. Et la première dérive, là où ça fera vraiment mal, c'est quand on te fait de la métaphysique à la con. Quand on t'explique, alors en général, c'est toujours un truc sur la physique quantique, sur les particules qui vibrent à différents endroits, et on t'explique que comme les particules vibrent à différents endroits... En plus, ça a été prouvé que par la physique quantique, ils n'expliquent pas plus que Oui. ça. Ils prennent un point de vue un peu haut comme ça, ils mettent quelques tas scientifiques, et puis après, ils t'enrobent ça dans de la merde. Je suis d'accord. Alors oui, donc d'abord, parlons de la physique quantique. La physique quantique, personne n'y comprend rien, même les mecs qui sont chercheurs, qui ont fait 40 ans d'études là-dessus, ils sont toujours pas sûrs de ce qu'ils sont en train vraiment de voir. C'est ultra, donc vraiment, ça prouve rien du tout. Et ensuite, utiliser un truc que personne ne comprend pour mettre en avant tes objectifs marketing et pour dire ça prouve que la pensée influence la matière, il n'y a aucun élément qui permet d'indiquer ça, quoi. C'est entièrement, ils ont envie d'y croire, donc on va trouver un truc foireux que de toute façon personne ne peut vérifier, parce que tu me demandes d'expliquer la physique quantique, moi je suis incapable de le faire. Le problème, c'est que le mec qui t'explique pourquoi la physique quantique prouve ça, il est aussi incapable de t'expliquer, donc il te fait un truc à la noix, la physique quantique. En général, derrière, il te met... Comme ceux qui nient le changement de climat, le changement climatique, ils vont trouver un scientifique qui va dire effectivement ton cerveau peut agir sur la matière, ça a été prouvé. Et en plus, un scientifique qui a eu... Tu vois toujours un connard, tu vois, pour... Mais il a eu son diplôme dans un Happy Meal, le mec. Vraiment, il y a plein de mecs, il y a genre le docteur, il y a le japonais qui fait un truc sur le fait que la matière peut influencer, la pensée peut influencer les molécules d'eau. Explique l'expérience du riz. Ouais, donc je vais vous expliquer l'expérience du riz. Donc le mec s'appelle le docteur Emoto, donc c'est un japonais qui fait ça. Et il a une expérience où il vous explique que vous allez prendre du riz et vous allez le mettre dans différents bocaux. Vous allez avoir un bocal où vous allez mettre une étiquette qui dit amour, un bocal où vous allez mettre une étiquette qui dit haine, et un bocal où vous allez mettre une étiquette qui dit rien, un truc c'est neutre. Et chaque jour, vous allez prendre votre bocal où il y a marqué amour et vous allez l'aimer, vous allez lui envoyer des émotions positives. Vous allez prendre votre bocal où il y a marqué haine et vous allez lui envoyer des émotions négatives. Et le troisième, vous l'ignorez. Et il découvre que, en faisant cette expérience, eh bien, vous découvrez qu'au bout d'un mois, le riz qui est dans le bocal amour, il est totalement sain, il est tout blanc, il est parfait. Le riz qui était dans le bocal haine, il est un peu noir, il a commencé à pourrir. Mais surtout, le riz que vous avez ignoré, eh bien, il est absolument noir, il est pourri. Enfin, le truc, c'est du charbon, quoi. Il est noir comme du charbon. En un mois, le riz, il a complètement pourri, il s'est décomposé. Et il vous explique que ça prouve que si on envoie des émotions positives, la pensée affecte la matière, mais que le pire du pire, c'est d'être ignoré. Et que donc, c'est important de parler à tes enfants. Il y a vraiment un truc sur il faut parler à vos enfants, sinon ils sont ignorés et sinon ils vont pourrir. Et ce truc, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui le reproduisent en ligne. Et moi-même, j'ai entendu parler de cette expérience parce qu'un gars que je connais, un pote, l'a fait et maintient que ça fonctionne. La question, c'est si ce truc-là fonctionne, ça serait une révolution de la science. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un mec qui est un vrai scientifique qui a écrit ça et qui en a fait un papier? Je peux vous dire que les mecs qui sont dans des universités, c'est des chacals ou des chacos? Des chacals. C'est des chacals. Ils sont prêts à tout pour publier un article. Ils veulent avoir des quotes s'ils pouvaient publier un truc énorme. Alors maintenant, on regarde, ok, un mec l'a fait, ça s'appelle le docteur Emoto. Donc le docteur Emoto, il a écrit un livre dessus, ce qui veut dire qu'il a fait l'expérience une fois dans sa chambre, donc sans aucun contrôle, sans aucun échantillon. Et en plus, il a fait des vidéos de ce truc-là. Et sur ces vidéos, c'est improbable. C'est-à-dire que le riz qui est amour, il est parfaitement blanc. L'autre, il est totalement noir, le riz qui a été ignoré. Et quand tu vois les gens qui répètent l'expérience, t'as vaguement plus de moisissure, tu vois, sur celui qui a été ignoré, mais c'est douteux, tu te dis ça pourrait être 50-50. Troisième chose, le docteur Emoto, son diplôme, il l'a eu à distance d'une université indienne. Il a fait 2 ans, il a écrit un papier et ils lui ont filé un diplôme de docteur. Donc bref, tu vois, c'est le truc. Et pourtant, les mecs vont te maintenir et tu peux avoir des conversations de ouf qui te disent que oui, ça marche, c'est prouvé, ça existe, tu vois. Et en regardant 2 minutes, la science qui se trouve derrière, c'est plein de trous. Et quand tu regardes des gens qui refont l'expérience de façon objective, eh ben, ils n'arrivent pas à reproduire ces résultats. Donc tu te demandes, est-ce qu'il n'y a pas une question de uniquement les mecs qui ont réussi l'expérience ont posté en ligne? Je pense que vraiment le gros attrait de ce pouvoir d'attraction, c'est qu'en fait, ça te dit que tu peux agir sur ton environnement sans effort, en fait. C'est-à-dire que rien qu'avec tes pensées, tu peux agir sur l'environnement, ce qui est vachement... Notamment, c'est un peu tout ce qui est tulier. Il y a aussi ce qui est... Notamment, il y a des trucs genre abondance limitée, où en gros, juste parce que tu veux que quelque chose arrive, juste parce que tu veux gagner beaucoup d'argent, l'argent va naturellement arriver.
Et dans ces formations bidons, ils te mettent bien en avant. Voilà, c'est sans effort, c'est rapide, c'est facile. Et du coup, parce que la majorité des formations, quand même, après sérieuses, ils disent, voilà, si tu veux, par exemple, devenir millionnaire, il y a quand même cette étape-là avant, il y a de l'action, quoi. Là, ils te promettent, il n'y a même pas d'action, il y a juste de la pensée. C'est pour ça que c'est aussi attirant et tout le monde est capable de penser, en fait. Tout le monde est capable d'envoyer de l'amour vers ton bocal de riz. Enfin, c'est ridicule quand même. Quand tu y réfléchis 2 secondes, c'est quand même Ouais, un mais niveau, vraiment, alors cherchez Rice Experiment, Dr Emoto, etc. Vous le trouverez, je l'ai pas inventé, c'est un vrai truc, et vous allez trouver des centaines et des centaines de références à ce truc-là. Et voilà. Et moi, tu vois, c'est pas un strawman, donc c'est pas un mec que j'ai pris comme ça, un exemple que j'ai choisi. Non, c'est vraiment la la base, pour laquelle je parle de ça, c'est parce que la référence. ouais, non seulement c'est un gros truc, c'est la référence. Beaucoup de documentaires, lui, il était dans The Secret, tu sais, le grand documentaire sur l'attraction. Et beaucoup de gens m'ont parlé de lui, donc et j'étais halluciné de voir ce qui se trouvait derrière, quoi. Le fait que il a même pas fait une étude où il a pris 50 bocaux, tu vois, pour faire un test sur 50 bocaux. Il en a pris 3, il l'a fait une fois, il a eu un résultat qui est honnêtement méga douteux, et tout le monde accepte que ça marche. Bien sûr, et c'est aussi peut-être le dernier point. Après, il a vendu un livre, il a pas vendu. Enfin, ça reste un marché, quoi. Faut pas oublier que il y a un marché derrière, donc il y a des intérêts financiers. Enfin, lui, par exemple, en l'occurrence, apparemment, c'est pas un scientifique prestigieux, il ne serait jamais fait autant d'argent en travaillant un boulot normal de scientifique. Ouais. Donc, du coup, c'est même pas un vrai scientifique. À mon avis, là, on va peut-être rentrer dans un terrain qui est un petit peu douteux, mais il y a vraiment un lien avec la pensée religieuse. Le fait que pendant très longtemps, l'humanité avait eu ce mécanisme, on va dire magique, tu vois, qui n'est pas vraiment explicable, qui n'est pas vraiment compréhensible, du fait que tu peux prier et avoir un impact sur le monde. Donc ça te dit, je sais pas, si un membre de ta famille est malade, bah, tu peux prier et il va aller mieux. Quand tu sais pas quoi faire, bah, c'est une bonne façon de se rassurer. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui savent pas trop quoi faire dans leur vie, ils peuvent se tourner vers ces idées-là en se disant, ok, il y a un mécanisme magique qui me permet d'affecter le monde qui m'entoure. Encore, je vois par exemple dans les églises, tu vois, par exemple, effectivement, chanter des chansons à Dieu, c'est un peu ridicule. Ça se trouve, il aime même pas les chansons, tu vois. Ça se trouve, c'est pas son truc. Mais au moins, toi, il y a un aspect communautaire, un aspect communion que je comprends, tu vois. Par contre, là, si c'était tout seul dans ton appart à parler un bocal de riz, c'est quand même c'est un peu limité. Voilà. Mais je pense que si ce truc-là était validé, on pourra faire un brevet, tu sais, pour conserver le riz plus longtemps ou un truc comme ça. Effectivement, je pense qu'il y a un marché. Non, mais c'est horrible, mec. Du coup, je viens de penser, du coup, il y a des millions d'Indiens ou d'Indiens de Philippins qui se font recruter pour parler au bol de riz à longueur de journée, quoi. Ce serait le pur monde, quoi. C'est ça. Genre, tu vois, tu vas vendre ça à Carrefour, quoi. Tu leur dis, écoutez, ah mais non, mais en fait, c'est bon, c'est tranquille. Vous perdez 5 millions par mois de marchandises qui est périmée. On va vous éviter ça en ayant des mecs qui disent au yaourt, gentil yaourt, je t'aime. Et hop, il va pas être périmé, tu vois. Ça gagnera plein d'argent, mec. C'est une idée de génie, idée de business. Pareil, mais vous pouvez commencer à appliquer dès maintenant dans votre frigo. Si voilà, vous sentez que vous n'avez pas réussi à manger tous les yaourts à temps, bah, vous envoyez des pensées positives. Parce qu'au contraire, ce qu'on a tendance à faire, c'est un peu ignorer ce qu'il y a dans le frigo. Et après, faut pas s'étonner que. C'est pour ça qu'il pourrit, hein. Ouais. Un jour, je me suis rendu malade en bouffant un Kinder Bueno périmé. Si seulement j'avais donné de l'amour à ce Kinder Bueno au lieu de l'ignorer dans mon placard pendant 6 mois, et ben, j'aurais jamais été malade. Et je pense que j'aurais été heureux et j'aurais été multimillionnaire, puisque putain, j'attends encore. On s'était un peu promis dans cet épisode d'être pas trop comme ça, un peu arrogant, un peu sarcastique. Enfin, faut quand même. On s'est dédouané, on a fait un droit de réponse. Donc maintenant, on va taper sur tout le monde, la loi de l'attraction, les gens qui vont à l'église. Vraiment, qu'il y a l'arrogance, c'est scandaleux. Donc, je voudrais qu'on termine en revenant sur un truc pragmatique, parce qu'on a parlé à la fois des bienfaits de la pensée positive et à la fois on a parlé des dérives. Très concrètement, en termes de pratique, qu'est-ce que toi, tu as conservé dans ta pratique au quotidien dans tout ce sujet-là? Moi, il y aurait notamment le truc le plus important, c'est consommer du contenu positif et éviter le contenu négatif. Quelque chose, consommer du contenu positif, je suis plutôt bon. Par contre, je continue encore à. J'avais dit que j'arrêtais les infos et j'ai pas arrêté, j'ai pas réussi. Est-ce que tu peux définir du coup contenu positif et contenu négatif? Donc pour toi, Narcos, par exemple, une série assez sombre sur la guerre de la drogue en Colombie. Pour moi, c'est neutre parce que c'est pas. Toi, je le mets bien dans. Alors que pourtant, c'est basé sur des faits réels, mais toi, je le mets dans la fiction. Tu vois, par contre, lire à propos d'un cas de viol dans un fait divers dans le journal, ça, par contre, c'est clairement négatif et ça me pourrit bien, quoi. Pour tout ce qui est contenu positif. Tu lis quoi? Tu lis les médias français, les médias américains? Il faut que j'arrête avec Reddit parce qu'en temps, Reddit avant, c'était vraiment positif. Toi, c'était un truc. C'était longtemps, déjà, c'était positif. Mais maintenant, avec les élections, c'est très négatif. Les gens s'attaquent sans cesse.
il y a aucune bonne foi de que ce soit. C'est toujours c'est la mentalité très mauvaise et je sens que j'intègre un peu ça. Et toi, un peu pour contrebalancer ça, ce qui est pas mal, c'est par exemple Tropical MBA. C'est typiquement un podcast très positif, quoi. Et la majorité des podcasts entrepreneuriaux sont plutôt comme ça, quoi. Donc moi, je voudrais donner le mec le plus positif au monde quand Vas-y. même. La chaîne YouTube de Casey Neistat. Effectivement. Qui est le mec, il Mais est. il en est toujours presque 100% énervant, positif. quoi. À vrai dire. Ouais, mais du coup, tu le consommes à petite dose. Mais la vidéo que j'avais notée, c'est la vidéo pendant un moment. Il avait. Donc en gros, il avait fait à peu près 20 heures d'avion pour aller en Australie. Et sur son passage parce qu'il va de New York jusqu'à Sydney, et il avait 7 heures à Dubaï, donc un layover à la con, tu vois. T'as un layover de 5 heures à Dubaï, de 7 heures à Dubaï pendant que tu vas en Australie. Ouais, moi, je sors même pas de l'aéroport, quoi. Je vais au KFC, je bouffe mon truc et je vais pioncer. Lui, il fait quoi? Il sort directement, il va en Lamborghini, il va nager dans la mer, il va faire du skateboard sur un pont derrière une Lamborghini, ils vont faire du ski. Parce qu'à Dubaï, ils ont des stations de ski à l'intérieur du centre commercial. Et le mec, il pète la forme, il pète l'enthousiasme et tout. Je peux dire, moi, je serais descendu de l'avion, j'aurais été fuck, cassez-vous tous, laissez-moi tranquille, quoi. Et tu regardes ce mec, alors du coup, tu seras jamais Casey Neistat. Tu seras jamais comme lui, mais tu te dis, si tu peux, tu vois, avoir 5% de son optimisme, de sa joie de vivre, de son enthousiasme pour les choses, de son plaisir à découvrir des trucs, tu vois. Même la vidéo qu'il fait où il va dans l'avion, il est upgradé sur Emirates en classe. Du coup, c'est quoi? Il est sur le siège le plus cher, quoi. Et il est trop heureux, il se balade, il vous dit, on peut prendre la douche et tout. Et je pense que ça boucle un peu. Non, mais ça boucle un peu la boucle. Je crois que c'est une expression. C'est que justement, lui, en l'occurrence, je pense qu'il est très reconnaissant. Et tu le vois beaucoup dans ses podcasts. Il dit tout le temps merci. Ouais. Il est très reconnaissant de ce qu'il a. Et c'est peut-être justement la clé de. Et il travaille super dur, c'est ça. Parce qu'il se sert de sa positivité pour travailler Et il super travaille dur. dur, il est reconnaissant, il prend toutes les opportunités qu'il peut. Toi, honnêtement, en termes de mentalité, pour moi, c'est un exemple assez impressionnant. Ouais, c'est un mec. Enfin, ça fait partie de ces mecs que j'admire le plus. En plus, le pire, c'est que je regarde pas tous les jours parce que parfois. Non, parce que c'est un peu inutile parfois. C'est un peu fatigant mais c'est un gars, je suis tellement heureux que ce mec existe, tu vois, et qu'il soit là et que sa chaîne existe. À mon avis, il a un impact sur le monde qui est impossible à mesurer, mais qui doit être énorme. Je pense que parmi les 1,5 million de personnes qui le regardent chaque jour. S'il n'y avait pas ce vlog, toi, je croirais pas qu'un mec comme ça existerait. Toi, s'il faisait juste peut-être une heure il filmait pendant une heure de sa journée, je serais il fait semblant, tu vois. Mais vu que tu le vois vraiment à tous ces moments de la journée, toi, à moins que ce soit un acteur incroyable, je pense qu'il est vraiment comme ça dans la vraie vie. Et effectivement, c'est un exemple parfait de consommer du contenu positif. Et justement, ça fait la transition parfaite avec mon deuxième point, c'est côtoyer des personnes positives. Donc, d'une certaine manière, quand tu regardes ces vidéos, tu le côtoies à distance. Donc, tu t'imprègnes un peu de sa mentalité. Et de manière générale, je pense que c'est évident, quand on a déjà parlé, t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Je sais pas si c'est vraiment vrai, ça, ou si c'est un peu... des fois, c'est un peu pas pratique. Par exemple, je sais pas, si t'es père de famille, t'as une femme et 3 enfants. Même si les 3 enfants, ils ont une mentalité de merde, t'as pas le choix. T'en as joué un de 12 ans. Mais du coup, toi, c'est qui les 5 personnes que tu côtoies le plus si tu es en ce moment c'est une bonne question. Alors, maintenant, c'est très limité, quoi. Et maintenant que j'y pense, c'est très... Parce que du coup, je vis en Thaïlande et du coup, je connais personne. Je suis à Phuket. Donc, il y a clairement ma copine numéro 1. Genre, il y a même pas de con. Mais après, en réel, genre, si tu vois les gens que j'ai côtoyés en réel depuis... j'aurais vraiment du mal à répondre. Si t'inclus ton vendeur de pâtes thaï. En termes de réel, je pense qu'il y a peut-être la femme de nage de l'hôtel, quoi. La deuxième personne avec qui j'ai le plus fréquenté, qui est d'ailleurs super positive. Honnêtement, c'est une boule d'énergie, elle est super heureuse tout le temps. C'est un bon exemple. Ouais. Je me sens. Pour moi, toi, t'es une de mes 5 personnes avec qui je passe le plus de temps à discuter. Clairement. Toi aussi. Ouais. Par le biais de ce podcast et par les messages qu'on s'envoie, moi je considère vraiment que tu fais partie de ce cercle proche de gens avec qui. Alors qu'on s'est jamais rencontrés. Voilà, j'échange beaucoup alors qu'on s'est jamais rencontrés, ouais. Mais bon, si tu penses que le temps qu'on a passé à discuter ensemble, clairement on a des éléments là-dessus. Et moi pendant longtemps j'ai eu moins à Ho Chi Minh, parce qu'à Ho Chi Minh j'ai quand même pas mal de gens sur place qui sont des entrepreneurs cool, des gens positifs, des gens qui sont à haut niveau. Mais pendant longtemps j'avais pas mal de monde avec qui je faisais des calls Skype et c'était ma principale façon d'avoir cette interaction, quoi. C'est pas facile. Mon frère, par exemple, habite à Paris et il fait beaucoup de vidéos sur YouTube et il cherche à se connecter avec ses pairs, tu vois, des gens qui font aussi des vidéos,
un parcours créatif ou une démarche entrepreneuriale, etc. Et ils sont pas faciles à trouver, hein, de trouver ces gens-là. Et donc, du coup, moi, je commence à lui conseiller, si tu trouves un mec qui fait un truc cool, contacte-le, essaye de te mettre en contact avec ce mec, discute avec lui au téléphone. Parce que quand tu démarres et que t'es pas méga connu, t'es 5 personnes, voilà, il faut les trouver. Et effectivement, et du coup, faut pas peut-être pas chercher que les gens qui sont au-dessus de toi, mais aussi les gens qui sont en parallèle. Parce que forcément, tout le monde veut un mentor, mais pas tout le monde veut avoir 36 000, je sais pas comment on dit en français. J'allais dire disciple, mais c'est un peu ça, quoi. Ou disciple, apprenti, padawan. Padawan, je crois que Padawan, ouais, c'est le terme Padawan, officiel, c'est le j'ai terme, trouvé dans le dictionnaire. Ouais. Forcément, vu qu'il y a plus de, il y a plus de personnes qui sont à un niveau intermédiaire ou débutant que de personnes vraiment qui ont très, très bien réussi. Il y a forcément un écart à ce niveau-là. Franchement, parfois, les meilleurs conseils que j'ai eus, c'est parfois de gens qui sont à mon niveau ou qui sont juste un tout petit peu au-dessus. Mais tu vois, parce qu'un mec qui est vraiment à un niveau transcendant par rapport à toi, il a plus de mal, par exemple, à avoir de l'empathie pour certains de tes problèmes, tu vois, où tu peux avoir plus de difficultés à parler de certaines choses parce que lui, il est tellement à un haut niveau. Mais un mec qui est à peu près au même niveau que toi ou qui est juste un peu plus haut, tu peux commisérer de tes solutions et tu peux parler de ce que tu regardes, de ce que tu fais, de ce que tu testes. C'est peut-être pour ça parce que tu sais que Jeff Bezos, c'est très il a motivant. une adresse email Amazon, jeff@amazon.com. Ce qui est pratique parce que quand tu as un gros problème, tu peux envoyer cet email et généralement le problème est réglé, tu vois, s'il est légitime. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas répondu à ma question sur les plugins WordPress. Tout s'explique. Tu lui as pas demandé un système clé en main pour faire de l'argent sur Internet? Non, je vais poser des questions précises. Vraiment, parce que je trouve quand c'est trop général, toi, c'est pas facile à répondre. Mais toi, il n'a pas eu l'air de... Ouais. Peut-être qu'il s'y connaît pas en WordPress. Putain, Bezos, il faut payer ton game. Là. Je continue sur mes points parce que j'en ai fait 2 en 10 minutes. Ouais, ensuite, c'est fixer des objectifs. Et ça, c'est aussi un truc assez... Parce que généralement, les seuls objectifs que les gens se fixent, c'est les résolutions de la nouvelle année. Au moins, ils sont vraiment motivés et ils se disent je le ferai plus tard, je le ferai sur l'année d'après. Et moi, j'ai commencé à me fixer des objectifs quand justement j'étais plus optimiste sur l'avenir. Donc, je dirais les deux vont un peu ensemble. Le dernier point, c'est quelque chose d'un peu plus flou. C'est de tout faire avec une intention, tu vois. Ne pas se laisser balader de droite à gauche. Vraiment, quand tu fais quelque chose, tu sais pourquoi tu le fais. Et ça va un peu aussi avec la pensée positive et savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Il faut que ce soit quelque chose de positif forcément parce que sinon ça marche pas. Je sais pas si je l'ai très bien exprimé, mais c'est un peu cette idée-là. Ouais, en gros, tu essaies de comprendre pourquoi est-ce que tu fais ce que tu... Je suis pas sûr que je vais largement améliorer l'explication. Tu cherches à comprendre pourquoi est-ce que tu fais certaines choses et tu cherches à gagner un sens de contrôle et un sens de sens dans tes actions et de comprendre comment tes différentes actions combinent pour faire un tout qui est ta vie et tes objectifs, quoi. C'est ça. Plutôt que de errer, je sais pas, parfois tu peux effectivement errer sans but en disant je sais pas trop pourquoi je suis là, je sais pas trop pourquoi je fais ça. Enfin, moi, ça m'est arrivé souvent. En général, quand je suis dans une boîte de nuit, tu vois. Ou juste par exemple, juste payer ton loyer, toi, c'est pas suffisant comme. Ouais, comprendre que tu réponds à cet email client de façon courtoise parce que ça fait partie de la personne que tu es, quoi. Ça, c'est une pierre dans quelque chose de plus grand et voilà, donc je pense que c'est ça l'idée qui se trouve derrière. J'arrive pas à finir cette phrase, mais on va transitionner sans transition sur l'idée de la gratitude. Faut peut-être qu'on interroge une troisième personne pour essayer de m'expliquer. Ouais. On fait appel à... Ça s'appelle comment sur le Joker dans Le Millionnaire? Le public qui veut gagner des millions. Non, c'est quoi? Non, c'est un ami. On fait appel à un ami. Ouais. Quand on ne sait pas expliquer un truc, quand on est mauvais, on fait appel à un ami. Donc voilà, moi je vais y aller rapidement. Premier élément, je t'ai parlé, c'est la gratitude. Donc moi, la façon dont je le fais rapidement, c'est que chaque jour, j'ai un petit carnet que je trimballe avec moi, dans lequel j'ai écrit mes tâches de la journée. Et sur la partie gauche du carnet, je vais écrire les tâches. Et sur la partie droite, j'ai écrit quelques éléments de gratitude pour la journée, ce qui me force à le faire, puisque comme tous les jours je fais mes tâches, je suis obligé parce que sinon je sais pas quoi faire. Tu vois, ça permet de combiner les deux, parce que j'ai remarqué que quand la gratitude était un peu tout seul, j'avais tendance à l'oublier. L'autre élément, c'est on a les objectifs. Moi, j'essaye de rendre mes objectifs visibles. Alors, j'ai des post-it sur mon ordi, donc j'utilise la fonction post-it de Windows. C'est pas des post-it papier, j'utilise la fonction post-it de Windows. Et aussi dans le petit carnet dont je viens de parler, eh bien, j'écris mes objectifs sur la première page, ce qui me force à chaque fois que j'ouvre le carnet de revoir les objectifs et ensuite de choisir mes tâches de la journée. Donc mes tâches de la journée s'incluent dans la continuité de mes tâches de long terme. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Ouais. Et c'est plus compliqué
quand tu as un ordi, peut-être de faire ça. Moi, j'ai l'impression que ça fait... l'ordi, tu peux trop facilement l'éviter, en fait. Alors que si tu as un carnet, toi, c'est là, c'est présent, c'est physique, c'est réel. C'est moins facile à ignorer. J'ai aussi des fonds d'écran qui sont des... Ah, mais est-ce que tu vois tes fonds d'écran, toi Moi, je vois jamais mes fonds d'écran. Il y a toujours 30 000 trucs d'ouverts les uns par Non, mais les autres. de temps en temps, tu reviens sur ton bureau pour trouver un truc. Et subtilement, tu sais, je pense que c'est un peu des images... comment ça s'appelle ? Subliminal. Ah, si, subliminal, ouais. Où tu switches tout le temps. Et là, j'ai un truc qui est sur mon écran qui est... Donc, c'est un truc tout blanc avec une écriture noire au milieu. C'était ma période probablement minimaliste wesh wesh. Et il y a marqué Less but better, qui vient du bouquin Essentialism, dont j'ai déjà parlé dans cette émission. Et si tu vois, c'est un petit truc, je le regarde jamais, tu vois, je me dis jamais, ah tiens, aujourd'hui j'ai ce fond d'écran. Mais j'en ai pas mal qui sont en rotation. Et je sais pas, je me dis peut-être que ça m'influence de façon subliminale. Et je dirais pas que c'est un truc qui est vraiment majeur, tu vois. Alors que les objectifs sur le carnet, vraiment, je les regarde tous les jours, parce que le carnet, il faut bien que je l'ouvre, il est là, et puis pour te motiver à commencer la journée. Et c'est bien de te dire que c'est pas juste une journée, c'est un truc de plus long terme que tu es en train de faire. Sur ce, je te propose qu'on transitionne sur notre section lifestyle et que tu commences par nous parler de Clickbait. Dans le prochain truc que j'ai mentionné, c'est un site qui s'appelle foreverjobless.com. En fait, ce qui se passe, c'est que sur beaucoup de... La majorité des sites... Donc, chômeur pour toujours. Non, sans emploi. Ouais, mais sans jobless, c'est pas forcément négatif dans ce cas, mais... Ouais, je plaisante. Mais foreverjobless.com, je mettrai le lien. Et t'as beaucoup de sites qui en fait traitent de, par exemple, sites de niche, ou comment monter son e-commerce, ainsi de suite. Alors que là, c'est vraiment l'entrepreneuriat d'un point de vue assez large, qui prend un peu de recul. Et donc, t'as des concepts, notamment un concept, je pense qu'on faudra qu'on fasse carrément un podcast dessus sur expected value. Toi, il est mythique celui-là. Selon ce que tu veux faire, qui est un concept d'ailleurs connu en économie, hein, c'est pas un truc nouveau qu'il a inventé. Mais voilà. Pour décider ce que tu veux faire, il faut que tu calcules l'expected value. Et souvent, de façon intuitive, la première idée que tu en auras sera erronée, quoi. La première évaluation que tu en auras sera erronée. Donc, c'est vraiment un article que je recommande. Donc, voilà, je mettrai le lien. Donc, c'est l'idée. On va rapidement résumer ce que c'est pour les gens qui ne sont pas dessus. Mais expected value, c'est la valeur attendue d'une certaine action. Donc, tu essayes de quantifier tes futurs cash flows, donc les revenus futurs de tel ou tel projet. Et tu essayes d'avoir une approche quantitative. En fait. D'une situation où tu as une incertitude. Et lui, il a passé beaucoup de temps à faire du poker. Et justement, quand tu as une main de poker, tu as une incertitude, tu as des probabilités. Est-ce que si j'ai mis tant, je récupère tant, mais s'il a telle carte, etc. Donc tu calcules tes probabilités de telle ou telle situation. Et ça te permet d'avoir une valeur attendue, un chiffre qui quantifie chaque action. Et donc, il peut comparer différentes actions selon la valeur attendue. Et il explique comment appliquer ce concept qui vient effectivement de l'économie et qui vient aussi du poker, et comment l'appliquer dans différentes situations entrepreneuriales avec des exemples concrets. Et c'est un outil très utile. Et en fait, pourquoi c'est intéressant, c'est parce qu'en fait, c'est une forme d'arbitrage du risque. C'est-à-dire que la plupart des gens sont risque averses. C'est-à-dire que même si l'expected value est supérieure, et donc supérieure à 0, si les probabilités sont un peu basses, ils vont refuser ça. Et donc, si vous êtes prêt à accepter des probabilités un peu plus risquées, mais pour bien sûr une récompense plus élevée, je pense qu'il y a un exemple très simple à faire. Par exemple, imaginons, on vous propose soit vous avez deux choix. Soit vous prenez $100 comme ça, soit vous jouez et en fait vous avez une chance sur deux de gagner $200. La plupart des gens ils vont faire c'est parti pour les $200. Non, c'est parti pour les $200. Je tente parce que j'ai pas besoin de $100. C'est pas une nécessité absolue. Généralement, si vous montez la somme, soit on vous donne $100 000, soit vous jouez à la pièce, je sais pas, pile ou face. Et si c'est face, vous gagnez rien. Si c'est pile, vous gagnez $100 000. Et beaucoup de gens vont jouer à la sécurité et prendre juste les $100 000. Mais ce qui est intéressant, c'est que si, par exemple, on vous dit que vous avez 3 chances sur 5 de gagner $200 000 et 2 chances sur 5 de rien gagner, là, beaucoup de gens vont continuer à prendre les 100 000 alors que l'expected value est supérieur à 0. Je vous conseille vraiment de regarder l'article, même si vous ne parlez pas très bien anglais. Les calculs sont assez simples pour être compris. Donc ça, c'était ma première recommandation. D'ailleurs, il a un podcast aussi qui est très bien, notamment ce que j'aime beaucoup dans son podcast, c'est que contrairement à beaucoup d'Américains, il ne parle pas comme si tu avais 5 ans. Ça, c'est un truc qui m'agace. Tu as plein de podcasteurs américains, ils te parlent à 2 à l'heure, ils insistent sur chaque mot. Et du coup, c'est un peu fatigant. Et la deuxième chose, donc, c'est le concept de clickbait, qui est quelque chose qui en fait, c'est ce qui est chiant, c'est que ça fonctionne, en fait.
Il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas le Casey Neistat. Casey Neistat, il fait des... Donc, explique ce que c'est au cas où les gens ne sont pas familiers avec le Tout le monde concept. connaît quand même. Et en gros, clickbait, c'est genre un titre qui vraiment qui est un peu trompeur et qui attire le clic. Par exemple, vous croirez pas ce qui va se passer après, tu vois. Les sites comme BuzzFeed sont spécialistes sur YouTube aussi, c'est très répandu. Par exemple, sur les podcasts, c'est beaucoup moins le cas. Un titre normal serait juste un titre où tu exposes le sujet, en fait. Tu résumes ce qui se passe en quelques mots. Et notamment, tu as tous les youtubeurs qui font ça. Casey Neistat, il fait ça. Alors que toi, son contenu est très bon. Toi, c'est pas. Avant, c'était vraiment. Quand tu voyais du titre clickbait, tu pouvais te dire l'article derrière ou la vidéo derrière, c'est de la merde. Maintenant, c'est plus tellement le cas. Même des gens respectables le font, tout simplement parce que ça fonctionne. Donc, ton conseil, c'est si vous avez du contenu, ne crachez pas sur le clickbait parce que ça fonctionne. Effectivement, n'hésitez pas à l'utiliser. Si le contenu de qualité derrière, c'est pas un problème. On peut dire que nous, sur le podcast Nomade Digital, on essaie de notre mieux de rendre nos titres le plus clickbait possible sur les podcasts qu'on écrit. En tout cas, on essaie de faire des titres attrayants. Et moi, sur YouTube, je fais exactement la même chose, quoi. J'ai testé le titre prosaïque versus le titre clickbait, et le titre clickbait gagne à tous les coups. Donc, tant que tu as du beau contenu derrière, je vois pas le sens de tirer une balle dans le pied sur des principes à la con. Donc moi, j'ai aucune réserve à utiliser du clickbait. Moi, alors du coup, j'ai pas une vraie section lifestyle. J'ai encore une fois un petit coup de gueule, Paul. C'est contre toi cette fois-ci. Tu nous as expliqué dans un épisode passé que tu faisais des douches froides pour te renforcer en mode stoïcisme. Mais depuis que je suis revenu en Asie, je me suis aperçu que ici, quand tu prends ta douche froide, elle est à la température ambiante. Donc l'eau, elle est à 25 degrés. 25 degrés, t'exagères un peu. 25 degrés, c'est comme... Non, c'est vraiment ça, 25 degrés, tu penses? Ça me paraît beaucoup. Je sais pas, la température ambiante, quoi. Ouais. Non, c'est possible, ouais. Je sais pas. Du coup, j'ai essayé de prendre des douches froides ici et je me suis aperçu, merde, l'eau, elle est quand même pas très froide. Donc, ça m'a fait marrer. T'as pas d'excuse parce que tu sais que, je pense que c'est pareil au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines, t'as des mecs qui vendent des sachets complets de glaçons. Vraiment pas cher, qui se battent en canne comme ça. Si t'as une baignoire. Si t'as une baignoire et tu veux faire un truc à la Tim Ferriss. Si t'as une douche, tu soulèves le truc de glaçon, tu l'ouvres au-dessus de ta tête. Comme ça, t'as la douleur du froid et la douleur des glaçons en même temps. Et ça te forme, quoi. Mais ça va rien faire, ils vont tomber par terre. Il faut une baignoire. Tu mets tes packs de glace dans la baignoire. C'est ce que fait Tim Ferriss. Apparemment, c'est très bien pour récupérer après avoir fait du sport. Alors, je l'ai jamais fait. Je prenais parfois des bains froids quand j'étais en France il y a longtemps. Et c'est vrai que c'est assez revigorant. Mais dans les premières secondes, ton corps a vraiment une réaction de « je vais mourir ». Genre, ton corps a une réaction de panique, d'adrénaline très particulière dans les premières secondes. Alors que pourtant, il n'y a pas de vrai danger. Enfin, le froid, tu peux résister pendant 25 minutes, je crois. Mais c'est ça, du coup, encore une fois, on termine une seconde boucle. Ce qui fait beaucoup de boucles pour un podcast, c'est que je pense qu'aussi en matière de douche froide, il y a aussi beaucoup une question de justement de te forcer que la pensée fasse que la pensée te force à aller dans la douche froide. Et ensuite aussi, je pense qu'il y a un peu un effet placebo. Si tu es persuadé que les douches froides ou les bains froids, c'est bon pour tes muscles, ils vont avoir tendance à récupérer plus vite aussi. Très probablement. C'est sans doute le cas. Sur ce, on va se quitter ici. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomade Digital. D'ici là, comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur le site qui se trouve à l'adresse nomadedigitalpodcast.com où on aura tous les épisodes, on aura le lien mentionné dans cet épisode, donc on a mentionné pas mal de liens. Vous pourrez vous abonner au podcast sur iTunes ou sur une plateforme de votre choix et nous laisser votre avis puisqu'on n'a pas parlé des évaluations dans cet épisode, mais bien sûr, on est toujours très friand, très preneur, on va dire, d'évaluation iTunes à 5 étoiles. C'est notre petite pensée positive du jeudi matin. À la semaine prochaine. Et en plus de l'avis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi qui fait très très plaisir. Effectivement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.